gouvernante. Je dois vous entretenir à propos de l'ancien valet, Mr. Mr. Quint, qu'est-ce qu'une institutrice veut savoir à propos de... J'ai peur pour mes élèves. Mr. Miles et la petite Flora? Mais enfin, Mr. Quint n'est plus là. Vous m'aviez dit que le petit Miles et lui étaient de grands amis. Oh, pas lui. C'était le genre de Quint de jouer avec lui. Je veux dire, de le gâter. Quint prenait trop de liberté. Des libertés avec mon garçon? Des libertés avec tout le monde. Ainsi, vous m'assurez, et c'est d'une très grande importance, que sa conduite était indiscutablement mauvaise et que c'était chose admise dans le manoir. Oh, ce n'était pas chose admise. Moi, je savais. Mais vous n'aviez pas peur d'autre chose? Pas de son action? De son action? De son action sur d'innocentes créatures, sur de précieuses petites existences. Mesdames, il disait son mot sur tout, oui. Même en ce qui les concernait. Eux, cette créature... Mesdames, vous pouviez enfin, supporter s'il vous cela? plaît, est-ce que vous pouvez parler de manière un peu plus claire? Parce que en fait, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ah ça, C'est à Henry James qu'il faut demander. pas à nous, ce n'est pas de notre faute. Sauf qu'Henry James est mort, donc... Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler du Tour d'écrou écrit par Henry James et lu par Chloé Harry. Le livre dure 5h07 et c'est une nouvelle fantastique. Alors, la nouvelle a été publiée en 1898, donc ça remonte à loin, tout ça. J'ai vu le résumé sur Wikipédia qui était vraiment pas mal, donc en gros, je vais redire la même chose en changeant gouvernante par institutrice, parce que c'est une institutrice, c'est pas une gouvernante, parce que justement, il y a déjà une gouvernante dans la maison. Donc, on commence par un narrateur qui va dans une soirée, qui va se retrouver face à la lecture d'une lettre d'une personne qui raconte une histoire de fantôme. Et cette lettre a été écrite par une institutrice qui était allée dans un manoir. Elle a été engagée par un riche célibataire qui, pour s'occuper de ses neveux et nièces, l'a engagée. Donc lui, ce riche homme célibataire assez séduisant, en fait, ne vit pas du tout dans ce manoir. Il vit en ville, loin de tout ça, et tout ce qu'il veut, c'est une institutrice qui puisse s'occuper des gamins et que surtout, elle ne lui rapporte rien comme info. Donc elle se rend au manoir de Bly pour aller donner des cours à Miles et Flora. Ces deux enfants sont donc orphelins puisque leur parent est mort. Donc ils vivent dans ce grand manoir avec une gouvernante, enfin ouais, tout un tas de personnel autour d'eux. Donc les deux enfants apparaissent comme étant extraordinairement charmants et petit à petit, leur comportement va devenir de plus en plus étrange du point de vue de l'institutrice. Et elle a peu à peu des apparitions effrayantes. Et c'est l'apparition d'un homme qui s'appelle Peter Quint, qui était l'ancien serviteur de la famille. Mais enfin, Mr. Quint n'est plus là. Qui est mort et qui entretenait une liaison avec l'ancienne institutrice Miss Jessel. Tous les deux donc sont décédés, on ne sait pas dans quelles circonstances exactement, et ils semblent toujours exercer une sorte d'influence sur les enfants. Wikipédia parle d'attirance maléfique. Donc la nouvelle institutrice qui vient donc d'arriver décide de vouloir les sauver. Donc voilà, c'est à peu près pour le coup d'envoi du livre, alors de la nouvelle, parce que c'est très court quand même. Bon, tout ce qui est sur Peter Quint, ça arrive quand même un peu plus tard dans le livre, mais bon, c'est pas vraiment un énorme spoil. Hein. Pour le style d'écriture, on est sur une style d'écriture, j'ai envie de dire, un peu classique de l'époque de 1890, un peu comme, j'ai envie de dire, Jane Austen, où voilà, on retrouve une certaine tournure qui est assez similaire, sauf que James, c'est quand même un peu plus poussé dans le style d'écriture, je dirais. Sinon, on est sur de la première personne, du passé simple et de l'imparfait, voilà, paf, les bases. Et l'ensemble est joliment écrit, malgré des tournures de phrases que j'ai trouvées parfois beaucoup trop obscures. On reviendra sur cet aspect un peu obscur un peu plus tard. Au niveau de la voix, alors j'ai trouvé qu'elle était parfaite. La dame, j'y croyais trop, j'étais à fond dedans. Et c'était vraiment génial. Elle avait les bonnes intonations. Et même quand elle faisait la voix de la gouvernante, on imaginait très bien, en fait, avec la voix, paf, il y avait tout le personnage qui apparaissait d'un coup. Pour Mrs. Gross, je parle. Donc vraiment, nickel. Pour le taux de concentration, je dirais pour tenter de comprendre, il vaut mieux avoir les yeux fermés concentrés. Donc au début, ça marche nickel, on est à fond dedans, voilà, on arrive vraiment à rentrer dans l'histoire. Et puis petit à petit, si on garde les yeux fermés concentrés, on finit par s'endormir, je crois. En tout cas, je l'ai écouté plusieurs fois le soir. Et en fait, j'ai réécouté 6 fois la fin parce que je m'endormais systématiquement. Et même quand du coup ça a fini,
je me suis dit ah mince, c'est la fin, faut que je réécoute le truc. Faire des activités à côté, pourquoi pas, peut-être pour se maintenir éveillé finalement, mais vraiment il faut quand même rester bien concentré parce que tout est un peu obscur, il y a des milliers de sous-entendus, il faut vraiment raccrocher les wagons, enfin faut suivre hein, le truc, hein. Donc il n'y a que 5 heures à écouter, mais c'est 5 heures quand même où il faut être attentif. Et du coup, pour être honnête, comme je n'ai pas compris grand-chose au livre, j'ai quand même téléchargé le livre écrit. Donc du coup, j'ai quand même fini par le relire et me surligner des passages, etc. pour essayer de comprendre parce que il y avait vraiment un moment où j'ai eu l'impression d'être un peu bête parce que j'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Du coup, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche des commentaires, etc. Et en fait, je me rends compte que non, en fait, c'est le cas pour tout le monde. Ce livre est absolument obscur. Donc du coup, on va passer sur la partie analyse. Enfin, analyse ou avis. Et justement, j'aimerais parler de cette partie un petit peu obscure du livre. Comme on a pu le voir donc, dans l'introduction, normalement, si je l'ai faite, parce que à l'heure où je parle, j'ai déjà fait une introduction, sauf que c'était trop pas bien fait, alors du coup j'ai abandonné et j'ai fini par enregistrer avant de faire l'introduction, donc je suis pas sûre d'avoir cette intro. Revenons à nos moutons. On peut se poser la question avec ce livre si le sous-entendu servent vraiment un suspense ou alors desservent l'histoire. Je pense que si Henry James revenait de ses cendres aujourd'hui, peut-être qu'il écrirait pas la même chose de la même façon, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu Hitchcock qui est arrivé avec toutes ses règles sur le suspense, etc., qui a un peu rétabli les côtés enquête, les non-dits, l'utilisation d'indices à droite à gauche, tandis que là, Henry James, ce qu'il fait, c'est il parle en sous-entendu à peu près tout le long du livre. Donc, ça marche très bien pour le début. Au début, on est à fond parce qu'on se pose des questions, ça soulève des interrogations, et au fur et à mesure du livre, en fait, on n'a aucune réponse claire. Alors on se fait des interprétations, donc on essaie de les rattacher avec un mot que l'autre personne a dit, mais finalement, comme elle va dire autre chose, dit ah mais peut-être que c'était pas du tout ça, et en fait ça oblige à se remémorer le début du livre. Alors on pourrait dire c'est sympa comme exercice, mais comme on reste toujours dans une lecture plaisante ou une écoute plaisante, ça devient vite un peu lourdingue. Surtout qu'à la fin, à la toute fin, on n'a toujours pas de réponse en fait, et c'est assez frustrant parce que c'est pas je dirais pas c'est comme les livres avec les fins ouvertes où chacun est libre de faire sa propre interprétation. Là, moi, je trouve juste c'est pas clair, en fait. D'une certaine façon, ça fait un peu penser à ce que je reprochais à l'énigme de la chambre 622 de Joe Dicker. C'est un peu, bah oui, si tu me donnes pas tous les éléments, forcément, je vais pas pouvoir déduire le truc. Bon. Ce qui se passe, c'est que Miles a été, donc Miles, qui est l'enfant de 10 ans, a été expulsé du collège. Et donc, il passe l'été avec sa sœur Flora et donc l'institutrice qui lui donne des cours. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi elle a été expulsée. J'ai envie de dire, ça c'est factuel. Il a été expulsé parce qu'il a fait quelque chose. Donc il n'y a pas vraiment d'enquête non plus à mener derrière ça. Il suffirait de pouvoir appeler le collège, leur demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a été... appeler, envoyer une lettre du coup, pourquoi il a été expulsé, ou demander à Miles directement. Non, tout ça pendant tout le long du livre, on le met de côté, on fait exprès de l'ignorer. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais à la fin, quand justement il y a la confrontation entre l'institutrice et Miles, où l'institutrice lui demande clairement pourquoi il a été expulsé du collège, et que Miles, la seule chose qu'il arrive à dire, c'est « j'ai dit des choses », l'institutrice répond « ah, tu as dit des choses à des personnes que tu n'aimais pas », ou des choses méchantes, je sais plus, quelque chose comme ça, et Miles répond « non, justement, je l'ai dit aux personnes que j'aimais bien ». Alors, pause. Il dit aux gens qui me plaisaient. Donc c'est pas forcément aux gens qu'il aimait bien. Ça peut être compris comme à ceux dont il avait envie de dire des choses. Donc là encore, en fait, on comprend finalement encore moins s'il a dit des trucs à des gens qu'il aimait bien, ou à des gens qu'il n'aimait pas, ou à des gens au pif. Donc on sait encore moins s'il a dit des trucs gentils mais qui étaient déplacés, ou des trucs méchants. Voilà. Et voilà, c'est toute l'explication qu'on aura. Ok, merci. Top. Qu'est-ce que je fais de ces éléments-là, en fait ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ça me sert à quoi ? Ça me permet pas de construire un début de raisonnement, je trouve. Alors, bon, le début de raisonnement que je me suis dit, c'est que comme on part du principe que Peter Quint, qui était donc le serviteur, qui était le mal, voilà, qui était horrible, atroce, machin. Mais on ne saura jamais ce qu'il a fait, on ne saura jamais pourquoi il était comme ça, on ne sait pas. Quinn prenait trop de liberté. Vous m'assurez, et c'est d'une très grande importance, que sa conduite était indiscutablement mauvaise.
par la mort en mode fantôme, etc., irait influencer Miles. Alors si tu te dis qu'il était peut-être un peu vicieux cet homme Peter Quint et qu'il a pris possession de Miles et Miles a dit des choses aux gens qu'il aimait bien, peut-être qu'il a dit des choses déplacées, quand même assez louche tout ça. Genre énorme point d'interrogation quoi. L'autre point d'interrogation c'est justement qu'est-ce que Peter Quint il a foutu ? On ne sait pas. On sait juste que c'était le mal en personne, plein de vices, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il gâtait Miles. Alors moi, à un moment donné, je suis partie sur un délire où ça se trouve c'était un pédophile, le mec. Voilà, moi j'en suis arrivée à ce point-là. Mais au final, comme on n'a jamais rien de concret, ça se trouve c'est pas du tout ça, parce que un peu plus loin dans le livre, il y a quand même la gouvernante qui est choquée parce que donc il y a la petite Flora qui, je sais pas, 6-8 ans comme ça, a disparu de la maison, du manoir, pardon. Et donc il y a l'institutrice qui dit « Ah mais je sais où elle est partie dans le jardin ». Et là, la gouvernante lui répond « Ah, mais elle est partie sans son chapeau ?» À partir de là, on ne sait pas quels sont les niveaux attendus de qu'est-ce qui est en dehors de la morale ou en dehors des étiquettes. Après, donc là, je pense qu'il y a un problème juste de génération, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des choses qui nous dépassent complètement. Donc il y a peut-être tout ça. Donc quand ils disent que Peter Quint n'était pas à sa place et qu'il prenait des libertés, peut-être qu'il était juste en train de déjà parler à Miles et alors qu'à partir du moment où c'est un serviteur, il n'avait même pas lui adressé la parole et donc déjà à partir de là, c'était peut-être le mal absolu. On ne sait pas. Que pareil, du coup, le serviteur et l'institutrice, donc Miss Jessel, l'ancienne institutrice, entretenaient une relation. Comme ils n'étaient pas de même caste, et en fait, c'était pas accepté. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses, je pense que pour le lecteur du XXIe siècle, est assez difficile à concevoir et à comprendre, parce que ce sont des règles et de la bienséance, tout ça, qui ne sont pas... compromettante aujourd'hui. Alors ça peut toujours être étonnant d'avoir deux personnes d'un milieu social complètement opposé qui peuvent se retrouver ensemble, mais ça va pas être répréhensible moralement. Voilà, ça va juste être au pire étonnant, parce qu'on peut se demander comment ils se sont rencontrés. Voilà, bon. Alors que là, ça paraît complètement fou que le serviteur et l'institutrice ils aient une relation, quoi. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'on se pose plein de questions, mais le désavantage, c'est qu'au final, on n'a aucune explication rationnelle ou irrationnelle qui puisse apporter satisfaction. L'autre point qu'il y a, c'est qui a été soulevé par d'autres personnes, parce que je vais regarder un petit peu des analyses à droite à gauche, c'était est-ce que l'institutrice est fiable ? Est-ce qu'elle a des visions ou est-ce qu'elle voit vraiment des fantômes ? Bon, moi, j'ai pas du tout de problème avec le fait qu'elle puisse voir des fantômes parce que je me mets toujours dans la réalité du livre en général, donc je pars du principe que ce que dit le narrateur est vrai dans le monde du livre. Donc j'ai même pas eu cette pensée-là qui m'est venue à l'esprit. Le coup du manuscrit trouvé dans les malles pour pouvoir raconter une histoire qui n'a ni queue ni tête, c'est quelque chose qui se faisait quand même énormément à l'époque. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est l'auteur qui a tout inventé. C'est pas une vraie histoire qu'il a chopée vraiment dans une malle. Je pense notamment à Eugène Onegin de Pushkin, où justement il dit qu'il a trouvé les lettres, etc. Mais en fait, il y a plein de choses qui prouvent que c'est pas possible parce qu'il n'a pas pu récupérer une lettre, puisqu'il dit qu'à un moment donné, la lettre a été jetée au feu, par exemple. Bon, voilà. Donc, moi, le fait qu'on puisse remettre en doute si elle a des visions ou pas, en fait, ça m'est même pas venu à l'esprit pendant que j'écoutais le livre. Pour moi, je partais du principe qu'elle voyait vraiment les fantômes, surtout qu'elle apportait des explications et des descriptions qu'elle ne pouvait pas connaître, et que le deuxième point, même Mrs. Gross la croyait sans souci, quoi. Et qu'en plus, à la fin, quand même, Miles a l'air d'avouer qu'il les a vus. Voilà, a l'air de, voilà, comme disait, c'est jamais très clair. Et pareil, à la fin, donc Miles, énorme spoiler. Énorme spoiler. Miles, du coup, si j'ai bien compris, il est mort, en fait. Son petit cœur qui arrête de battre, je suppose qu'il est mort. Bon. Pareil, ça m'a laissé un peu perplexe, je sais pas, j'ai pas su comment l'interpréter. Est-ce qu'il a été pris ? Est-ce que Peter Quint s'est vraiment emparé de lui et du coup, en se libérant, il est mort et du coup, Peter Quint est vraiment parti en même temps ? Bon, voilà. Louche, tout ça, très très louche. Oui, et donc du coup, sur le fait qu'elle ait des visions ou pas, moi, ça m'est pas trop venu à l'esprit. Contrairement, pour le coup, à La femme à la fenêtre, où ça, c'était très bien fait. Alors, le livre était nul, voilà.
était mauvais. Mais par contre, ça c'était très bien mené. Il y a des moments vraiment on doutait de la parole de la narratrice. Parce qu'elle buvait beaucoup de merlot. Donc du coup, le fait qu'elle soit tout le temps à moitié alcoolisée, mettait en doute les paroles qu'elle pouvait nous retranscrire. Parce qu'elle-même, parfois, elle était plus sûre de ce qu'elle racontait. Contrairement à la institutrice, passe son temps à affirmer ce qu'elle voit et elle a des petites preuves à droite à gauche qui viennent dire que oui, qui vont dans son sens là-dessus en tout cas. Tout ça pour dire que si jamais vous avez des interprétations, si jamais vous savez ce qu'a voulu dire l'auteur, je suis preneuse parce que franchement moi il y a plein de choses que j'ai vraiment pas compris dans le livre et notamment voilà qu'est-ce qu'a fait Peter Quint, qu'est-ce qu'a fait Miss Jessel, pour les parents qui sont morts on ne sait pas non plus pourquoi, Peter Quint est mort mais on sait pas trop comment, juste il revenait d'un casino, bon. Cependant il y a eu beaucoup d'adaptations. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations. Notamment il y a eu Les Innocents, je crois. Je suis tombée complètement par hasard sur la série Netflix qui parlait du manoir de Bly, The Haunting of Bly Manor. Voilà, parce que j'ai un super accent. Où là en fait ils sont partis de l'histoire générale, on va dire, du Tour d'écrou. Pareil, je trouve le Tour d'écrou c'est un titre de merde. Je sais pas, je trouve ça nul comme titre. Donc on se retrouve à Bly Manor, il y a l'institutrice qui est là, il y a la petite Flora, il y a le petit Miles, il y a Mrs. Groove qui ressemble pas du tout à ce que je m'étais faite en tête parce que dans le livre de base c'est genre une petite grosse, là pas du tout, là ils ont mis une gravure de mode à la place, mais bon c'est pas grave. Parce que dans le livre du coup elle passe pour un peu sotte alors que dans la série elle passe pour quelqu'un d'assez éclairé et voilà. Et ce qu'il y a, c'est que dans le livre, alors ils évoquent un peu les autres personnages du manoir, mais de manière très brève, tandis que dans la série, quand même, ils ont vraiment inclus et le jardinier et le cuisinier. Donc on a l'impression qu'ils sont un peu moins seuls dans ce grand manoir, contrairement au livre. Donc ils sont partis de la trame générale en ajoutant donc des éléments en plus qui sont issus apparemment de d'autres nouvelles d'Henry James. Que tout ça, ils ont essayé de construire toute une histoire et de donner notamment des explications sur le renvoi de Miles du collège, qui se tiennent tout à fait, sur des explications de la mort des parents aussi, sur les explications du comportement de l'oncle, pourquoi il veut pas voir ses neveux et nièces, parce que dans la nouvelle c'est pas expliqué, et sur des explications un peu plus quand même sur Miss Jessel et Peter Quint, notamment sur leur mort, sur les circonstances de leur mort, en ajoutant d'ailleurs une histoire parallèle qui n'apparaît pas du tout dans le livre aussi, ce qui est la Dame du Lac là. C'était intéressant de voir comment on pouvait interpréter ça. Voilà, après moi j'ai trouvé que la série, elle était sympa, mais je sais pas, en termes de vérité historique, je trouvais que les vêtements ça allait pas, tout ça, enfin... notamment l'institutrice, je sais pas, pour moi ils étaient mieux habillés que ça à l'époque, ils étaient mieux coiffés. C'est aussi bête que ça, mais du coup ça m'a fait un peu sortir de l'histoire. Bon. Par contre j'ai trouvé que Miles et Flora rendaient très bien, parce qu'ils rendaient vraiment ce côté enfant un peu parfait, très lisse comme ça. Par rapport à l'explication générale, je m'étais noté métaphore d'Alzheimer. Je sais plus pourquoi. Et je me disais qu'en fait, on pouvait être dans les souvenirs, je crois, de la mère du cuisinier. Et qu'en fait, ils sont toujours piégés dans des sortes d'anciens souvenirs. Il y a tout un truc comme ça. Bon, ceux qui ont vu la série il n'y a pas longtemps, peut-être que ça va leur parler. Parce que moi, du coup, je ne sais plus pourquoi j'avais écrit ça vraiment. Mais voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai beaucoup parlé, hein, comme d'habitude. On m'arrête plus. Tout ça pour vous dire que si jamais... vous avez une idée particulière des circonstances de la mort de Quint, de qu'est-ce qu'a fait Quint, c'était quoi exactement la relation avec Jessel, est-ce qu'ils étaient juste ensemble ou est-ce qu'ils faisaient des trucs un peu louches, notamment avec les gamins, tout ça. Moi je suis preneuse, voilà, parce que c'est le genre d'histoire qui donnent envie de faire plein de théories. Je trouve. En tout cas, je vous le conseille. Je vous conseille notamment le livre audio lu par Chloé Harry. Alors moi du coup je l'ai pas pris avec le crédit audio, je l'ai acheté directement, je crois que c'était genre 6€, un truc comme ça, donc c'était vraiment pas cher. Et vraiment j'ai passé un bon moment et si jamais vous avez besoin de vous endormir, bah ça marche aussi. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille. Alors, comme d'habitude, j'explique un peu l'intro. Alors pour celle-ci, j'ai d'abord sélectionné un passage du livre qui représentait bien, selon moi, les dialogues un peu obscurs des personnages et où ils ont l'air de se comprendre ou de révéler des choses sans en fait jamais le faire. J'ai remanié 2-3 phrases pour qu'on comprenne qui parle à qui et de quoi, et je trouvais amusant de me faire apparaître 3 fois dans la même scène,
notamment parce que j'ai pas d'acteur sous la main. Sauf que la première fois était une mini cata, car en fait je regardais pas au bon endroit, je connaissais pas le texte et j'avais pas trouvé la technique pour accrocher à hauteur d'œil, et en plus mes cheveux étaient sales. Du coup j'ai tout refait et j'ai découvert avec joie au montage que parfois je répliquais trop vite, alors pour cacher ça j'ai fait des zooms dans l'image, mais au final c'est pas plus mal, ça ajoute un peu de dynamisme, et je me suis pas facilité la tâche pour l'incrustation avec le troisième personnage qui chevauche les autres. Du coup j'ai dû faire un masque et le déplacer image par image, une joie renouvelée à chaque instant. Pour le plan du début, j'ai simplement utilisé mon drone pour filmer ma maison. Non, j'ai pris une vidéo libre de droit. Un filtre un peu terne, une musique un peu inquiétante, et voilà.